Bienvenue à Tech et Houblon, le podcast qui explore la technologie de l'information et notre passion pour la bière. Je suis votre animateur, Luc Dumoulin, et dans cet épisode enregistré au Benz Bar, nous plongeons dans le monde fascinant de la technologie de l'information. Des dernières actualités et tendances aux avis d'experts, nous abordons tout, y compris nos recommandations de bière. Que vous soyez un amateur de technologie, de bonne bière ou un auditeur curieux, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir à chaque épisode. Bonjour à tous, bienvenue à Tech et Houblon. Je suis Frédéric Marcil, directeur des services techniques chez R2I. Surprise, c'est pas Luc Dumoulin qui anime aujourd'hui. C'est moi qui va prendre exceptionnellement sa place à l'animation parce qu'on va parler du sujet de l'heure aujourd'hui. Bob, IBM Bob de IBM, un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'avais vraiment hâte de t'interviewer là-dessus, Luc. Fait qu'on a décidé d'inverser les rôles pour aujourd'hui pour profiter pleinement de son expertise. On va explorer ensemble c'est quoi IBM Bob, comment cette nouvelle plateforme d'intelligence artificielle, ça peut aider les équipes IBMI. Mm-hmm. Surtout qu'on a des cas d'usage concrets que les organisations ils peuvent envisager d'utiliser à partir d'aujourd'hui. Alors, prenez votre breuvage préféré, installez-vous confortablement, puis plongeons-nous dans l'univers d'IBM Bob avec Luc Dumoulin. Salut Fred! Salut Luc! Ça fait un petit bout de temps qu'on parle de Bob et d'intelligence artificielle, toi et moi. Puis je suis content de pouvoir participer puis de livrer ce que j'ai découvert jusqu'à date à utiliser Bob en phase bêta et maintenant avec des clients. Donc, commençons ça. Ouais, vraiment intéressant. Moi aussi, je l'ai exploré personnellement. J'ai essayé de pas directement IBM Bob, mais d'autres outils qui sont peut-être pas aussi sécuritaires. J'ai hâte qu'on en parle là, pendant le podcast. J'ai utilisé d'autres outils, c'est vraiment extraordinaire. Là. On s'en va vraiment dans une super belle direction. Pour commencer, Luc, on entend parler de plus en plus de Bob, le nouvel outil d'intelligence artificielle d'IBM. Peux-tu nous expliquer en quelques mots c'est quoi exactement IBM Bob? Bon, IBM Bob, c'est un outil qui est là pour aider au développement, mais pas que. Développement, analyse, documentation, génération de code, génération de tests. C'est aussi un outil qui peut te sortir des suggestions d'amélioration, qui peut faire ce qu'il appelle du linting en anglais, là, de s'assurer que ton programme correspond à des normes de programmation que tu as déjà définies, que ce soit dans les standards de nom de variable, ce genre de choses-là, même de la façon dont la variable est écrite, de façon à ce qu'elle soit écrite de la même façon partout dans ton code. Il y a plein de choses qui peuvent être faites parce que c'est connecté sur des langages, des LLM. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que à partir du moment où est-ce qu'on connecte avec Bob qui comprend l'environnement IBM comparativement à d'autres LLM, si je pense par exemple à Gemini, si je pense à Copilot, si je pense à la limite même à Claude, ils comprennent, ils peuvent lire, ils peuvent interpréter du RPG, mais ils ne comprennent pas toutes les différentes facettes qui composent IBM et ils vont souvent halluciner en nous envoyant sur des fausses pistes. Ce que Bob permet de faire, c'est d'utiliser des LLM à travers son interface, Bob étant une interface, un agent. Et cet agent-là va filtrer un peu l'information avant de l'envoyer au LLM de façon à le cadrer puis lui donner un contexte pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, en gros, c'est pas juste un outil de développement. C'est par IBM pour IBMI. Le Bob, est-ce qu'il fait juste du IBMI ou c'est surtout IBMI? Excellente question. En fait, Bob est agnostique de plateforme à la base. Bob est capable de gérer une 50aine de langages. Alors, on peut autant faire du développement open source, on peut faire du développement sur du mainframe ou on peut le faire sur de l'IBMI. On peut faire de la modernisation de code, on peut faire de la conversion de code. On pourrait lui demander à la limite, prends-moi un code RPG, génère-moi là en Java ou l'inverse. Mais Bob lui dira, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose à faire. Parce que, évidemment, chaque langage a ses particularités. Puis si on va vers un langage qui a d'autres types de particularités vraiment éloignées,
on s'engage dans quelque chose qui pourrait être énorme. Énorme à gérer, c'est plus des petits projets, ça devient des très gros projets. Mais oui, ce n'est pas que pour l'IBMI. Par contre, Bob vient avec deux types de licences. La première qui est la licence de base pour que Bob puisse être fonctionnel. Et il y a aussi la version, pas la version, mais plutôt l'option premium IBMI qui permet de dire à Bob, voici quand tu es dans l'environnement IBMI, les particularités qui existent pour cet environnement-là, sur cette plateforme-là. Luc, ce que tu veux dire, c'est que on pourrait dire directement à IBM Bob pour qu'ils connaissent nos paramètres de notre compagnie pour les noms de fichiers de base de données. Exemple, le nom d'un programme RPG, c'est quoi notre standard de nom, nos noms de librairie, etc. Absolument. En fait, Bob, tu peux le configurer déjà à la base en lui disant, voici les standards de développement que je veux utiliser. Si tu as déjà documenté tes standards de développement, ben tu prends le document, que ce soit un document Word ou peu importe, même un document en Excel, tu le passes par Bob. Lui, il va générer un type de document qui est capable d'interpréter facilement. Il appelle ça des Markdown Files, .md. C'est aujourd'hui, tous les LLM génèrent des .md. C'est ce qui est le plus simple pour eux à interpréter. C'est comme un standard du genre JSON est un standard pour le passage de paramètres. Et tu mets ça dans les fichiers qui sont loadés automatiquement quand tu pars ta session Bob. Donc, il sait déjà, OK, quand je regarde quoi que ce soit, j'ai ces standards-là. Je peux lui dire aussi, j'ai du legacy, il faut que tu considères que c'est une application legacy. Propose-moi pas de moderniser à toutes les fois que tu regardes du code parce que tu veux conserver ce qui est déjà dans le système. Il y a plein de paramètres comme ça qui peuvent être mis de l'avant pour personnaliser l'environnement dans lequel tu travailles. Ce qui est l'équivalent de former un nouveau programmeur, par exemple, dans une compagnie pendant les X premiers mois sur les standards de la compagnie. Totalement. Mais ça peut arriver aussi que dans plusieurs entreprises, il n'y en a pas de standard documenté. C'est du bouche-à-oreille, on va appeler ça là, des connaissances tribales, là, on se le dit entre nous, mais c'est pas documenté. À ce moment-là, tu peux dire à Bob d'examiner une série de programmes puis lui dire, est-ce que tu es capable de ressortir des standards que tu retrouves dans les programmes? Il va te générer un document .md et à partir de ce document-là, ben, tu pourras dire, voici, ce sont mes standards. Tu peux l'ajuster, puis après ça dire, maintenant, dorénavant, ce sont mes standards, puis travaille avec ça. C'est sûr que ce podcast-là va durer 2 heures. J'ai vraiment trop de questions. On va juste revenir un petit peu plus haut niveau, parce que ce qui m'intéresse en partant, c'est quoi les outils que ça prend sur les postes de travail des programmeurs? Est-ce qu'il y a un coût pour accéder à ces outils-là? Est-ce qu'il faut aller les télécharger sur le site d'IBM? Comment ça fonctionne? Bon, oui, définitivement. Il existe une version gratuite de Bob. On va sur le site d'IBM pour Bob, bob.ibm.com. Et il y a la version gratuite qu'on peut downloader. La version est bonne pour maximum 1 mois et donne droit à 40 Bob Coins. Après ça, ce sont des versions payantes individuelles. Puis il existe finalement la version entreprise. La version entreprise, on peut pas la downloader, la télécharger. Il faut passer par un revendeur agréé d'IBM. Ça vient avec des run units qui sont ni plus ni moins que des Bob Coins, mais qui peuvent être mises ensemble. Donc, si on a 10, 12, 15, 20, 50 programmeurs et que ces gens-là, puis je dis programmeurs, analystes, architectes, et que ces gens-là ont besoin d'accéder à la base de connaissances que Bob bâtit au fur et à mesure, on peut partager tous ces coins-là qu'on aura achetés, là, tous ces run units-là. Donc, il y en a pour toutes les saveurs. C'est quelque chose qui s'installe localement. C'est une branche de VS Code sur laquelle Bob est installé. Donc, IBM s'occupe de faire la gestion de cette branche-là. Quand on download Bob, on download cette branche de VS Code. Comme c'est une branche de VS Code, ça comprend, c'est capable de lire et d'interpréter tous les settings qu'on a déjà mis dans VS Code si on s'en servait pour ça, pour faire du code déjà sur l'IBMI, parce qu'il y a plein de gens qui font ça maintenant. SEU, les écrans verts, bon, c'est pour les gens qui sont habitués de faire ça depuis 40 ans puis qui veulent pas prendre le temps d'apprendre des nouvelles façons de faire. Mais c'est VS Code à la base et c'est fourni par IBM. La raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce qu'IBM veut s'assurer à 100% de la sécurité. Si c'était des add-ons qui s'ajoutaient, quelqu'un pourrait mettre quelque chose dans le milieu et déjà commencer à compromettre la sécurité. OK, ben tu t'en vas vers quelque chose qui m'intéresse vraiment. J'ai vraiment beaucoup de questions pour toi plus tard là-dessus sur la sécurité. Mais fait que là, on installe l'outil d'IBM qui est un peu l'équivalent de VS Code
d'IBM sur les postes de travail. OK, c'est bon? Oui. Puis sur l'IBMI, qu'est-ce qu'on a installé pour que ça fonctionne? Absolument rien. Il n'y a rien installé sur l'IBMI pour que Bob puisse fonctionner. OK. Donc, ça se connecte directement? Ça se connecte directement avec l'option Premium IBMI. L'option Premium IBMI nous permet de faire une connexion directe dans les fichiers sources, bâtir les listes de librairies et ainsi de suite, compiler directement aussi. Donc, c'est sûr faut prendre soin au départ de préparer l'environnement, de s'assurer qu'on ne va pas commencer à compiler dans les librairies de prod. Il faut faire une ségrégation, là. Il faut faire ça dans le bon ordre pour que non seulement la sécurité au niveau du transport de l'information, mais la sécurité des environnements existants soit respectée. Mais avec un peu de planification, c'est un départ qui peut se faire de façon très, très rapide. Il y a la version de base, si on n'a pas le Premium IBMI, la version de base de Bob, elle travaille exclusivement local. Donc, ce que ça exige, on est dans le technique ici, là, c'est de prendre les codes sources qu'on aurait dans des fichiers sources, les envoyer sur l'IFS, puis à ce moment-là, avec un shared drive, on est capable de connecter directement Bob sur l'IFS. Maintenant, les compilations ne se feront que sur l'IBMI lui-même. C'est beaucoup plus de travail manuel. Mais c'est flexible. Il y a plein d'options qu'on peut faire. Absolument. Avec ça. Okay. Absolument. Puis là, si on parlait des programmeurs, concrètement, c'est quoi qu'un développeur peut demander à Bob dans une journée typique? Eh boy. La journée typique du développeur, on la voit à quelqu'un qui est en train de faire du nouveau code tout le temps. Je suis pas sûr qu'il y a encore tant que ça du monde qui font du nouveau code tout le temps. Mais on pourrait l'imaginer. Quelqu'un qui demande à Bob de générer du code basé sur, par exemple, un besoin qui est exprimé ou j'aurais besoin de faire telle chose, quel genre de code tu me suggères, puis là, ben, il génère du code, puis tu peux prendre une capture de ce code-là puis l'insérer dans ton code. Tu pourrais demander à Bob de l'insérer dans ton code. Il pourrait y avoir une refonte qui est demandée dans l'entreprise, dire on arrête d'utiliser en RPG, par exemple, les chain, les read, tout ça, donc les opérations de fichiers natives, et transformer ça en SQL. On pourrait dire à Bob, lis ce programme-là, puis tout ce qui s'appelle read, chain, write, peu importe, transforme-moi ça puis en SQL. Puis Bob va le faire. Je pourrais demander à Bob de m'écrire un programme de test. Il va générer le programme de test. Tu lui demandes de le générer en RPG moderne, Free RPG. Il va te générer un programme qui va aller faire du test dans ton code. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais, puis ça, je te dirais, c'est probablement la chose la plus importante à mes yeux aujourd'hui, la documentation. Bob peut faire de la documentation à une vitesse éclair. Ce qui pourrait prendre des jours et des jours à quelqu'un à documenter sur un seul programme en 1 minute et demie, 2 minutes, Bob l'a terminé, c'est fait. Là, une compagnie typique qui a 2-3 programmeurs, du code, je sais pas, 20-30 ans de propriété intellectuelle, un code qui est maintenu. Malheureusement, le programmeur quitte la compagnie, on se ramasse aucune documentation, personne ne sait trop comment ça fonctionne. Bob peut nous aider là-dedans. Absolument. Puis d'ailleurs, c'est ce que moi j'en fais mon cheval de bataille avec Bob au moment où on enregistre ce podcast-là, c'est de commencer à faire la découverte, discovery, la découverte du code, comment il est fait, amener chacune. On est même au point où est-ce qu'on prend des analyses fonctionnelles, puis on les inclut. On demande à Bob de nous générer un résumé de l'analyse fonctionnelle. Tout ça, évidemment, pour amener ça dans le format commun qui est le fichier Markdown, pour que après ça, Bob puisse, quand il va faire des analyses d'impact, par exemple, si on a besoin de faire des suggestions, de demandes de suggestions, comment je peux améliorer mon code, il peut lire l'analyse fonctionnelle, il peut lire le code, puis regarder tout ça, puis dire, basé sur ce que je comprends, voici ce qui pourrait être fait, ou voici ce qui est différent de ce qui avait été prévu. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il faut prendre le temps de prendre chacun des éléments puis de les faire travailler par Bob pour qu'il puisse en générer de la documentation qu'il pourra réutiliser au nombre de fois qu'il est requis, finalement. Fait qu'on serait capable d'avoir, par exemple, un document, on va dire, un peu plus exécutif qui va montrer un graphique sur une certaine fonction puis qui va dire l'utilisateur va dans tel menu, je sais pas quoi comme exemple, mais par exemple, une entrée de produit,
Puis quand il rentre son produit, puis il fait Enter, ben voici le processus que ça fait dans le background, puis il est capable de le mettre en graphique. C'est ça que je comprends. Justement, c'est un excellent point. C'est une des choses que Bob excelle à faire, c'est justement de mettre en diagramme, en graphique, en représentation graphique des processus, soit des processus techniques ou même, on n'a pas parlé de base de données encore, mais des entités-relations, les relations entre, par exemple, les fichiers d'entête, les fichiers de détail, les fichiers connexes qui amènent des descriptions, les fichiers de produits, et ainsi de suite. Il est capable de faire une représentation graphique de la base de données et ça permet d'un seul coup d'œil de mieux comprendre comment tout ça est relié. Bob peut même s'intégrer avec certains outils. Je vais nommer des suites. Je dis pas que ce sont les seuls qui existent, mais si on pense à Arcade, si on pense à X-Analysis et d'autres d'autres entreprises qui permettent un référentiel complet de l'ensemble de votre application, Bob est capable d'aller chercher à travers les serveurs MCP directement l'information que ces bases de données-là contiennent pour ramener de l'information rapidement, qui est très, très factuel et qui est très collé sur la réalité de l'application. Je dis ça parce qu'il faut jamais oublier, n'importe quel LLM est toujours dans un modèle probabiliste. C'est donc dire que il va arriver avec une réponse qui est probablement la meilleure. Quand on est avec des applications de genre X-Analysis, Arcade et ainsi de suite, là, on est dans le déterministe, c'est-à-dire qu'on sait exactement telle variable, tel champ, telle longueur, tel programme l'utilise. La combinaison des deux, la vitesse d'exécution d'un LLM avec la possibilité d'aller chercher à travers des outils, il y a pas ça des outils, là, quand on parle de serveur MCP. Les outils sont déjà là, les fournisseurs les ont déjà développés. Ça va chercher l'information, ça la ramène, puis la réponse du LLM, à ce moment-là, on peut la considérer comme étant une excellente réponse. J'ai plein de questions qui me viennent en tête juste parce que tu dis ça, mais je veux dire, normalement, les clients ont des systèmes de production, mais ont aussi des systèmes de développement. Normalement, Bob devrait être branché seulement au système de développement. Puis, ça serait quoi le cas où il serait branché sur une machine de production? Sérieusement, au moment où on se parle, je ne vois pas de cas d'utilisation où est-ce qu'on devrait brancher Bob sur la prod. Bob devrait être branché sur la dev en autant que, toutes choses étant égales, 100% de votre code source se ramasse sur votre dev. Éventuellement, à force de développer des outils qui vont venir avec le Premium IBMI, on pourrait penser qu'il y a une portion de l'administration de système qui pourrait être effectuée à travers Bob. Mais là, on n'est pas encore rendu à ce point-là, donc je vais garder une petite réserve là avant de dire Non, mais voici, ça va le faire. Mais on peut penser que ça va finir par le faire. Je pensais à ceux qui ont peur, tu sais, pour je veux dire, les données, des choses comme ça. La machine de dev, normalement, elle a des données plus anonymisées, on va dire. Techniquement, oui. Si on veut être conforme à la loi 25. Il reste la propriété intellectuelle du code. Je pense qu'il est un peu... qui va être un peu un enjeu au début. C'est ça. Sur la machine de développement. Après ça, ben, on développe, on corrige des programmes, on fait des modifications, puis après ça, c'est nos outils qui vont prendre ces programmes-là, qui vont faire les mises en production vers la machine de production, donc pas besoin nécessairement de... Okay. Bob est pas un outil c'est pas un gestionnaire de sources, puis c'est pas une application pour faire des mises en prod. Bob est là pour lire, interpréter, générer, mais ça s'arrête là. Évidemment, on pourrait éventuellement rajouter des outils qu'on développe nous-mêmes pour faire nous-mêmes la mise en prod. Il y a pas de limite à ce que l'imagination peut nous amener à faire. Puis Bob va s'accommoder en autant que ce qu'on crée comme outil corresponde aux standards qui s'attend. Il va exécuter le code si on lui demande « fais-moi ça ». Mais avant qu'on soit rendu là, IBM parle déjà de version 2 de Bob qui va sortir à la fin du mois de juin. Après ça, éventuellement, il parle d'arriver à faire de la gestion de source, peut-être, possiblement, mais là, on est dans l'hypothétique. J'aime mieux parler de ce qu'on sait présentement. Puis tu as amené à un point qui est la sécurité. Oui, il y a de la sécurité quand on parle de passer de prod, de dev à prod et prod à dev. C'est vrai que c'est une chose.
Mais il y a tout l'aspect de la sécurité j'ai des propriétés intellectuelles, j'ai du code là-dedans qui définit ma business c'est tellement précieux pour moi. Ben oui. Euh, comment je peux m'assurer qu'il n'y a pas personne qui va être en mesure de lire et de comprendre le code? C'est la raison pour laquelle IBM gère de bout en bout Bob. À partir du moment où on installe, avec, comme je le disais un peu plus tôt, sa branche de VS Code et Bob assis par-dessus, il y a le Bob Shell, qui est une application qui, elle, s'occupe de prendre la demande et de l'envoyer vers le cloud d'IBM. IBM nous assure qu'à partir du moment où on a quoi que ce soit qui est dans Bob, jusqu'à ce que ça se rende à son cloud, que ça soit anonymisé, parce qu'à partir de là, il cache l'IP de où ça vient, pour envoyer la demande au LLM. Le LLM est en mode read-only, donc il garde rien. Ça revient au cloud d'IBM. On réassigne l'adresse IP de la demande et ça retourne après ça à Bob. Ça nous assure de bout en bout de la sécurité complète de tout ce qui se passe. Et à partir du moment où votre session se termine, Bob Shell envoie la commande au cloud d'IBM de faire le ménage, de faire un clean-up de tout ce qui s'est passé qui avait rapport à notre session. Donc, contrairement à un programmeur coquin aujourd'hui qui déciderait d'installer VS Code sur son poste de travail avec, par exemple, Copilot ou Claude directement dans son VS Code, il dit pas à la business, connecte son ordinateur directement sur le 400. Là, on n'est pas protégé à ce moment-là. C'est là qu'IBM amène une belle sécurité. Absolument. Et cette sécurité-là est garantie dans le contrat, dans le contrat qui est passé entre l'entreprise ou l'utilisateur et IBM. C'est décrit en noir sur blanc que la sécurité est assurée de bout en bout. Faut savoir que Bob est défini comme étant LLM Agile, donc agile dans son choix de LLM. Dans la liste de ce qu'il y a comme choix, il y a Claude, entre autres, parce que Claude est quand même Claude Sonnet et est connu comme étant un des plus avancés au niveau de la gestion du code. Mais il y a aussi accès à Yamas, à Granite et à d'autres, là, que le nom m'échappe. Okay. Il est choisi basé sur le besoin, la demande qui a été faite. Mais je vous dirais qu'à 90%, c'est Claude qui va répondre en arrière. C'est un modèle qui est très rapide et peu dispendieux comparé aux autres. OK. Super intéressant. Puis, ceci étant dit, toutes ces belles choses, IBM publie des chiffres impressionnants sur la productivité que ça va apporter, tous ces outils-là. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux ou c'est un peu du marketing? J'ai lu des 45% de gains de productivité puis des choses comme ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses, là? Oui, moi, ce que j'en pense, pour avoir participé comme 30 000 autres personnes à la portion bêta, qui est durée de novembre à avril, les chiffres d'IBM sont conservateurs. Okay. Dans le sens que, dépendamment du type d'activité qu'on fait avec Bob, le pourcentage de productivité qu'on peut aller chercher peut même dépasser les 1000%. Là. Je vais vous prendre un exemple, parce que ça a l'air d'un gros chiffre. Là. Je vais prendre un exemple où est-ce que j'ai pris une base de données complète puis j'ai demandé de me générer un dictionnaire de données. Si j'avais à le faire, moi, manuellement, il faudrait que j'ouvre chacun des fichiers, que je regarde les champs, que je les comprenne puis que je documente dans un autre fichier à côté. Bob a fait ça en l'espace de 8 minutes. Je ne sais pas comment vous calculez le pourcentage, mais on dépasse le 1000% dans ce cas-là. Après ça, j'ai demandé à Bob de lire 6 analyses fonctionnelles différentes qui avaient été écrites en 2004. Je lui ai dit, lis-les, et à partir de là, suggère-moi comment tu vas générer le code de cette analyse fonctionnelle. Ça lui a pris à peu près 4 minutes et demie pour faire tout le travail puis me répondre, voici, je vois 3 phases. La première, la fondation, la deuxième, la portion exécution et la troisième qui est la portion finalisation. Et dans tout ça, il me disait, chacune de ces étapes-là est reliée à tel document fonctionnel. Donc, j'ai fait la moitié du travail et ça m'a pris à peu près quelque chose comme 8 ou 9 minutes pour générer les fichiers en SQL, les programmes RPG de base pour la saisie, la validation telle qui avait été spécifiée et la connexion aux API d'IBM qui avait été déterminée dans l'analyse fonctionnelle. Donc, incroyable. Ça, c'est incroyable. Et là, on est dans du nouveau code. C'est sûr que là, on génère puis on a beaucoup de rapidité. Donc, le gain de productivité est grand. Par la suite, il faut regarder le code qui est généré.
Parce qu'il faut pas se fier que c'est parce que c'est un LLM qui se trompera pas. Je vais vous donner un exemple. Allez sur Claude aujourd'hui. Dites-lui, j'ai un fichier spool de 5000 pages. Je veux le diviser en 2. Comment je fais? Première réponse qu'il va vous donner, utilisez PageRange, pardon. Le keyword PageRange n'existe pas dans la commande copy spool file. Pourtant, c'est suggéré. Même Bob me l'a suggéré. J'ai dit à Bob, ça fonctionne pas. Alors Bob, il dit, t'as bien raison. Il a fallu que je dise ça, c'est dommage, mais c'est ça de l'hallucination au niveau des LLM. Puis là, Bob est revenu avec une autre façon de faire qui était une façon que je connaissais, où est-ce qu'on faisait un copy spool file dans une base de données, et ainsi de suite, et blabla. Fait qu'il faut s'assurer, on peut pas prendre pour acquis que tout ce qui génère est toujours bon. Ce qui m'amène aussi à dire, si vous installez un junior pour lui apprendre le RPG avec Bob, pas sûr qu'il va être capable de s'en sortir vivant au bout de la run parce que, malheureusement, ça peut générer n'importe quoi puis il va dire, ah, OK, c'est bon. Non. Faut avoir ça. C'est ça. Fait que ça reste de l'intelligence artificielle, un peu le même principe que les questions qu'on peut poser aujourd'hui à ChatGPT ou n'importe quoi qui invente des choses des fois. OK. Fait qu'il peut avoir des petits bugs de temps en temps. Ça prend des humains pour revalider après. Oui. Par contre, ce que je dois ajouter, parce que IBM l'a dit, dans leur effort avec Bob, de diminuer les hallucinations sur une base de 2 fois par mois, ils vont mettre des améliorations en place sur la portion Premium IBMI. Ce qui fait que plus ça va aller, moins il y aura d'hallucinations parce que Bob va les avoir interceptées à l'avance. Un autre désavantage de Bob, c'est qu'il va permettre de réduire la portion d'hallucination qui va être générée au fil du temps. Ouais, super intéressant. Mais là, OK, on tombe dans l'éléphant dans la pièce. La sécurité. Oui. Puis tu sais, on se cache pas, on a des clients là qui ont investi, on sait pas combien de millions en temps de programmation dans des logiciels qui sont ultra propriétaires. Leur business est basé sur ces logiciels-là, puis leur propriété intellectuelle, ben c'est extrêmement précieux. Rassure-les, là. Trouve une façon de les rassurer. T'en as parlé un petit peu tantôt avec toute la sécurité. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire là-dessus. Honnêtement, on connaît IBM, c'est quand même pas une petite entreprise, puis ils ont un département légal qui est gros comme le bras. Alors, ils ont déjà tout prévu dans leur contrat pour déjà rassurer les clients. Au départ, ce qu'il y avait comme focus quand ils ont développé Bob, c'était la sécurité de bout en bout. Ils le font pour des grandes entreprises. Leur plus gros marché, ce sont des grosses entreprises qui ont même participé à l'élaboration de certaines portions de Bob. Et pour eux, c'était crucial de respecter toute la portion confidentielle de leur code. Surtout quand il y a des commentaires et tout ça, là, il y a des choses qui sont évidentes, qui expliquent comment les choses sont faites. Un LLM peut lire le code puis expliquer comment les choses sont faites. Alors, il fallait s'assurer que de bout en bout, il y a personne qui pouvait être capable d'espionner, puis IBM le garantit. Passer la garantie d'IBM, je sais pas où je peux aller plus loin. J'ai expliqué tantôt qu'une fois que la demande est dans le cloud d'IBM, l'adresse IP disparaît, puis la demande anonyme est envoyée au cloud, donc c'est difficile ou voire impossible de retracer qui est la personne qui aura fait la demande au LLM. Les LLM sont en mode read-only, donc ça veut dire l'information que je t'envoie, tu ne peux pas t'en servir pour t'alimenter puis continuer à apprendre. Okay. Et IBM choisit ses partenaires basés sur le respect de ce genre de choses-là. Bon, ça fait plein de sens. Tu sais, il y en a qui ont peur aussi pour des clés d'encryption, les mots de passe, ces choses-là. Est-ce que, puis là, je vais te lancer plein de questions, puis t'en fais ce que tu veux après pour répondre, mais un utilisateur, je vais dire un programmeur qui n'a pas accès à certaines librairies sur le système, est-ce que d'utiliser l'outil, ça pourrait lui donner plus d'accès sur la machine? Ouais, vas-y avec ça. Je vais y aller déjà avec ça en partant. Pour être capable d'avoir un accès sur l'IBMI, il faut que tu aies un profil utilisateur et tu dois faire ton sign-on déjà en partant. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de connexion possible.
Donc, si la sécurité qui est en place présentement dans les écrans verts, on va appeler ça comme ça, là, les green screen, la sécurité qui est là, si elle empêche une personne de voir une librairie en particulier, ça va être exactement la même chose qui va se répercuter du côté de Bob parce qu'il utilise exactement la même sécurité, il la respecte en tout point. Un des avantages, d'ailleurs, de Bob, c'est ça, c'est qu'il va se connecter en utilisant tous les processus d'IBM. OK. Super intéressant. Fait que, comme tu disais tantôt, le code, il est créé, il est soumis, c'est les mêmes exigences de la compagnie, ça bypass absolument rien. Puis non, ça suit les standards de la compagnie. Absolument, absolument. Puis je veux dire, 80% du travail va se faire localement sur le laptop. Donc, il est nécessaire de prévoir, quand on est dans les environnements où il y a plusieurs développeurs, il faut prévoir l'architecture de tout ça parce que Bob utilise à travers VS Code Git pour être capable de faire l'historique des changements et ainsi de suite. Bon, il y a moyen de ne pas l'utiliser, mais c'est fortement suggéré de le faire. Donc, il faut prévoir l'architecture justement de l'outil Git, puis après ça, qui on utilise, GitHub, GitLab, Git whatever, je sais pas quoi. Est-ce que on y va dans le cloud, est-ce qu'on y va local? Il y a plein de décisions qui sont pas des énormes décisions, mais qu'il faut penser pour être capable d'avoir un environnement qui va être optimal, puis qui va permettre qu'un changement qui est fait par un développeur puisse être récupéré par un autre par la suite. OK. Fait que si on prend pas cette décision-là au début de notre architecture, il pourrait arriver un cas où on a du code puis de la documentation un peu partout sur les postes de travail puis que ça devienne un peu pêle-mêle. Exact. Si on veut éviter ça, absolument. Donc, il faut faut planifier l'architecture, puis après ça, une fois que c'est planifié, chacun des postes aura la configuration qui lui dit, voici, c'est par là que tu dois aller. Et là, c'est du cas par cas. Là, on peut pas arriver avec parce qu'il y a des entreprises où il y a 8000 programmes différents, donc on imagine que c'est au moins 8000 fichiers sources différents. Puis il y en a d'autres, c'est beaucoup plus petit. Faut voir là, basé sur chacun. C'est du cas par cas. OK. Puis relié à ça, si on s'embarque dans IBM Bob, puis on déciderait, ça me surprendrait, là, tu es en train de me le vendre totalement, mais on déciderait après un an qu'on retire ça, nos programmeurs retournent dans le bon vieux green screen en PDM. Est-ce qu'on est locked in avec la solution? Est-ce qu'on est pris Absolument pour continuer? OK. Absolument pas. En fait, quelqu'un pourrait décider de dire, moi, le seul cas d'utilisation pour lequel je prendrais Bob, c'est de documenter mon système à outrance, puis une fois que c'est fini, j'arrête. J'ai juste besoin de documentation. Juste pour être capable de dire tout est là, parce qu'on peut extraire les documentations fonctionnelles de chacun des programmes, puis on peut lui dire, je veux absolument que tu me donnes toutes les règles d'affaires qui ont été implantées. À la limite, tu fais ça sur l'ensemble des programmes, puis tu dis, pourrais-tu prendre les programmes de payables, puis voir s'il n'y a pas des conflits entre les différentes règles d'affaires, puis me faire une liste. Bob peut faire ce genre de choses-là. Et à partir du moment où est-ce que tu as documenté puis tu as ce que tu as besoin, tu pourrais dire, je ne me sers plus de Bob. Je pense qu'une fois qu'on l'a adopté, ça va être difficile de ne pas l'utiliser. Il y a un coût mensuel pour Bob. C'est là que je m'en allais. Exactement. Qui est quand même pas très, très dispendieux. Beaucoup moins dispendieux qu'un développeur, ça, je vous le garantis. Il y a aussi des coûts d'utilisation de la portion LLM. Donc, à chaque fois que je fais une demande à Bob, évidemment, il va envoyer une portion de ça vers le cloud pour résolution. La licence de base coûte $1 canadien. Je vais faire des chiffres très, très ronds là pour être sûr de pas oublier, de pas m'en faire jouer dans les virgules puis dans les taux de change. Mettons $40 la licence de base, puis la licence Premium IBMI, un autre $40. Donc, $80 par mois pour utiliser l'outil. Par mois. Pour être capable d'avoir une connexion directement sur l'IBMI. Puis après ça, il y a les Bobcoins. Puis ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que je peux faire avec un Bobcoin? Ça m'amène jusqu'où? C'est difficile à dire, honnêtement, parce que la demande que vous faites peut demander peu de temps au LLM ou peut être beaucoup plus longue, dépendamment de ce qui doit être fait. Un programme de 8000 lignes à analyser pour lequel on veut sortir les règles d'affaires va tirer beaucoup plus de jus, par exemple, que la création d'un petit programme d'une 15aine de lignes. Donc, selon votre utilisation, évidemment, les Bobcoins vont être utilisés en conséquence.
C'est du processing time, finalement. Carrément ça. C'est du processing time et ça commence déjà avec ce que vous mettez dans le prompt. Si vous mettez du texte pour 4 pages dans votre prompt, juste lire ça puis l'interpréter avant même de commencer le travail, ça va vous coûter beaucoup plus de Bob Coins que si vous vous limitez à 3 lignes. Par contre, ce qui est important pour les LLM, c'est d'avoir du contexte, qu'est-ce qu'on veut avoir. Donc, il faut avoir une balance. Mais commencez pas votre commande en disant « Hey Bob, peux-tu me faire ceci? » C'est déjà dessiné pour ça. C'est pas un être humain, on n'a pas besoin d'être poli avec lui. Donc, coupons les mots qui sont pas requis. Mettons le plus d'informations dans le moins de mots possible pour avoir le meilleur résultat au moindre coût. Mais là, on est vraiment dans le technique, pas à peu près. Là. Non, mais je comprends. Écoute, au bout de l'année, si tu as une équipe de 10, 15, 20 programmeurs, ça peut faire une grosse différence là, dans le coût de tes Bob Coins. Okay. IBM disait que selon l'étude qu'ils ont fait sur les 30 000 développeurs qui ont utilisé Bob là, pendant la période de bêta, ils évaluent qu'à presque 2500 $ par année par développeur serait techniquement suffisant pour effectuer le travail. Non, oui, c'est bon. C'est une règle du pouce. Je vous dirais que c'est probablement quand les gens ont déjà fait le gros du travail qu'il y a à faire, mais probablement qu'au départ, si vous voulez documenter l'ensemble de votre système, ça va être plus que ça. Non, mais écoute, c'est très peu, là. Je veux dire, un programmeur RPG aujourd'hui, les problèmes que les compagnies ont à former, engager, etc., 2500 pour augmenter la productivité, comme tu disais, qui est assez exceptionnelle, oui, c'est quelque chose. Puis si ces gens-là sont bien guidés, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu peux faire, les guider un peu au début pour partir? On est sur le point de sortir une gouvernance et puis d'être capable de dire d'aider et d'aiguiller les gens pour avoir un départ qui va être avec un certain niveau de succès. Les gens veulent souvent tout documenter, commençons petits, faisons des itérations, comprenons comment le système fonctionne, puis une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît, on dit à Bob, regarde, ce que tu viens de me produire là, c'est ça qui va être ma base dorénavant. Merci beaucoup. Puis là, on part, puis on agrandit, puis on se fait ça en projet plutôt que d'y aller at large, puis tout faire où est-ce qu'on risque de se perdre à un moment donné. Mais définitivement, Cœur2i a comme mission d'accompagner ses clients pour les aider à aller chercher le maximum de l'outil. Si vous manquez de personnel pour le faire, on peut même dédier du personnel pour vous aider à s'occuper non seulement de le mettre en place, mais d'exécuter par exemple, toute la documentation qui est requise, puis à partir de ce moment-là, ben vous avez ce qu'il faut pour le prendre en main puis continuer plus loin selon les besoins et les projets que vous avez. Dernière question, je te le promets. On sait que les gens à IBMI, c'est des gens un peu frileux, les PTF, les versions d'OS. On attend toujours de voir ce qui va arriver aux autres avant de l'installer de notre côté. Bob, on commence aujourd'hui, on attend 6 mois, on attend 1 an. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La question est très, très bonne, puis j'y répondrai de cette façon aussi. VS Code existe depuis plusieurs années. La version IBMI existe depuis 1 an et demi. Son degré d'adoption est absolument phénoménal. On peut se dire la base de VS Code, elle est stable. La portion LLM, on parle entre autres de Claude Sonnet et tout ça, c'est encore une portion qui est très, très stable. Ça fait longtemps que ça existe. Mais quand je dis longtemps, tout est relatif, là, mais ça fait plusieurs années que ça roule. Cette portion-là aussi est stable. L'inconnu, c'est Bob qui est dans le milieu. Bob lui-même a déjà 6 mois, plus que 6 mois maintenant, d'utilisation. Il y a eu plusieurs bugs qui ont été trouvés, mais IBM s'en sert à l'interne. Donc, non seulement il y a une base d'utilisateurs clients, il y a une base d'utilisateurs à l'interne où est-ce qu'ils font toutes sortes d'exécutions dans toutes sortes de langages en utilisant Bob. C'est pas nécessairement du IBM qu'ils font. Là. Ils peuvent faire du Java, ils peuvent faire du Python, ce genre de choses-là. Alors, il y a continuellement des gens qui sont là et qui peuvent rapporter des problèmes. IBM sont, je le disais un peu plus tôt, fin juin, version 2 de Bob. Il y a le Premium IBM Hive sur lequel, à toutes les 2 semaines, il y aura des ajouts, des mises à jour. Donc, même s'il y a des petits problèmes, ils seront rapidement corrigés. IBM s'est commis là-dessus. Super intéressant, Luc. Ben, je te remercie pour ton temps.
Ça a été vraiment super, un sujet vraiment intéressant, puis je pense que ça va intéresser tout le monde. D'ailleurs, moi, je m'en vais tout de suite sur le site de Bob, aller télécharger la version gratuite parce que je veux essayer ça, voir c'est quoi. Fait que je te remercie beaucoup. Puis, ça fait plaisir. Je te retourne l'animation au prochain Tech et Houblon. Peut-être qu'on aura une suite à notre podcast, Bob. On ne sait jamais parce qu'on a effleuré le sujet seulement. À ce moment-là, on se reverra. Super. Merci, Fred. À la prochaine.